Piloter justement tous les travaux pour le trésor du Sénégal. Et c'est effectivement très marrant de se lever de ce. Madame Bouta Bokande, notre collaboratrice et partenaire de toujours, je dis tout ça, et elle est de la Fondation Sénégal de droite, je peux dire qu'elle est membre associée du gouvernement. Madame Marie Sidibé, mon amie, nous avons fait ensemble. Et tout ce que vous entendez, je reviendrai cette détail avec elle. Elle a ça, vous ne le connaissez pas parce qu'elle est partie aux États-Unis depuis plusieurs années, mais elle a, c'était le film américain. C'est lui qui nous a envoyés tous en Fulbright aux États-Unis, qui a été le plus grand collaborateur. Et il est très impliqué dans les questions de démocratie. Au nom de l'ambassade des États-Unis, il peut vous raconter l'histoire de la démocratie sénégalaise depuis je ne sais pas combien d'années. Donc, et là, c'était quelqu'un de très intéressant que vous pouvez même interviewer après cette conférence de presse. Alors, je vous remercie. Je remercie Awa Seck. Vraiment, d'abord, elle vient de publier un article remarquable sur la polygamie que vous pouvez lire. Ceux qui interviennent, ceux qui parlent et le reste de la société, du monde entier, parce qu'on peut lire un article de journaliste. Alors, si je vous ai convié aujourd'hui, c'est pour la relance des activités du mouvement citoyen dans un contexte particulier. Et nous avons tous pris conscience que ce pays nous appartient à nous tous et que nous devons nous battre pour que le Sénégal reste le Sénégal qui a été toujours un pays leader en Afrique et un pays qui sert de référence pour toute l'Afrique. Et nous n'avons pas le droit de décevoir et de nous décourager. Alors, je vais lire très rapidement le propos liminaire, mais en lisant le propos liminaire, je ferai aussi des commentaires. À ma gauche, vous avez Bodian, Mamadou Bodian, qui est spécialiste des sciences politiques, mais surtout de l'islam, et qui a fait sa thèse à l'université Gainesville en Floride. Il est aujourd'hui chercheur à l'UQAM. Et Bodian fait partie des jeunes, des primos, comment vous appelez, des primos adhérents, justement, du groupe citoyen. Maintenant, d'autres, peut-être certains nous rejoindront tout à l'heure avec ces débats que vous avez vus, Aminata qui est là, Marguerite, etc. Alors, le premier mouvement citoyen du Sénégal, peut-être d'Afrique, fut créé en 2002, avec comme objectif le renforcement du leadership politique et intellectuel des jeunes en se basant sur l'expérience du 7 septembre en 1989, l'initiative du 5 mars en 1996 pour la transparence des élections et beaucoup d'autres activités, actions comme Dafadoy, tout ça, on pourra y revenir. L'action du mouvement citoyen veut conduire au changement, à la transformation positive de nos sociétés. En effet, il s'agit d'une passion pour un changement alternatif qu'on a voulu concrétiser avec sa mise en place au lendemain de la première alternance politique, c'est-à-dire au début des années 2000 et plus précisément en 2002. En 2002, nous avions lancé les listes arc-en-ciel par arc-en-ciel comme aujourd'hui, mais les listes indépendantes sous la houlette des Verts, donc avec Ishar, Pape Meïsadien, qui nous avaient prêté leur couleur, et nous avons fait une liste, justement, indépendante avec les ASC,
les retraités des mosquées, des églises, les associations de femmes. Et on a failli remporter les élections locales aux HLM s'il n'y avait pas une très forte mobilisation des politiques contre nous. Et c'était le premier, s'il vous plaît, les premières, comment on appelle ça, listes arc-en-ciel citoyennes. Et après les élections, nous nous sommes retrouvés avec une masse très importante de jeunes, et on ne savait pas quoi faire. C'est-à-dire, ce sont les circonstances qui nous avaient imposé la création du mouvement citoyen. Et on voulait travailler avec tous ces jeunes qui étaient sortis de l'école et qui commençaient à désapprendre, mais ils étaient pour la mobilisation, mais après on a voulu faire quelque chose de plus approfondi. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec les jeunes, les étudiants, ceux qui ont fait des études assez poussées, et on ne l'a pas regretté. En réalité, dans le contexte d'alors, l'expression mouvement citoyen, même si elle gardait toute sa pertinence, n'avait pas la résonance actuelle. L'usage du concept mouvement citoyen tout court, sans complément d'objet ou de circonstances, témoignait d'un désintéressement symptomatique des grandes âmes sensibles au sort de leur peuple. Il a fallu attendre plus d'une décennie pour que beaucoup d'acteurs qui, pour se distinguer des acteurs politiques, recourent au vocable mouvement citoyen, l'expression devenait ainsi le paradigme dominant caractérisant l'engagement en dehors des chapelles politiques, nous voulons dire des partis politiques. Les grandes transformations sociales doivent être menées et portées par des citoyens conscients de leurs devoirs, d'où le rôle déterminant de la société civile. Les sources d'inspiration de cette société civile sont diverses. Elles peuvent être spirituelles, morales ou politiques. Mais la solidarité et l'intérêt pour le sort et le bien-être des autres citoyens, le refus de l'injustice, la lutte contre la violence et l'oppression doivent demeurer le fond commun à toutes les organisations de la société civile, quelle que soit leur obédience. Une nouvelle citoyenne, laquelle citoyenneté requiert un examen sans complaisance des entraves à l'épanouissement de l'individu, du citoyen. La société civile est relativement forte au Sénégal avec l'expérience des grandes ONG, ENDA, CONGAT, les organisations de droits humains, les organisations de femmes, on peut citer l'Association des juristes africaines, Réseau Siggil Jigéen, le comité de lutte, l'organisation de Mme Yorenya Amel LD, surtout sur les migrations. Et tout à l'heure, je vous lirai le document que Mme Yorenya a produit comme contribution à cette conférence de presse. Les organisations des droits humains, le Forum civil Afrikajom Center, mais aussi les nouvelles plateformes. Demain Sénégal de Tchabarsi Camara, sur ce citoyen lancé par notre ami René Lec, Mamadou Ndoye, comment il s'appelle, le premier ministre Mamadou Lamine Loum, le cadre de concertation des femmes que vous suivez tous. Nous sommes toutes parties prenantes de ce cadre et seule la mobilisation des citoyens d'ici et de la diaspora qui a joué un rôle extrêmement important a pu avoir raison des velléités dictatoriales. Pour beaucoup de jeunes, étudiants en général, primo-adhérents, le mouvement citoyen a été une véritable madrasa, une école, une université. Notre organisation a mis en place un cadre propice à l'éveil des consciences. C'est ainsi que nous avons créé le centre polyvalent avec une riche bibliothèque. Elle a eu l'intelligence, nous avons eu l'intelligence d'avoir misé sur les jeunes étudiants en particulier, qui occupent aujourd'hui d'importantes fonctions dans presque tous les secteurs de la vie. Dès lors, pourquoi ce besoin de renouveau? Depuis 2000, notre pays a connu d'intenses bouleversements en termes politiques, commissaire. En termes politiques, de réflexion, de propositions et de revendications récurrentes. Il est impératif de continuer l'approfondissement de notre système démocratique, d'œuvrer pour la transparence dans la gestion des affaires publiques, surtout qu'il existe une grande confusion entre biens publics et biens privés. Alors là, je marque un temps d'arrêt. Cela a été toujours notre préoccupation, la confusion, parce que ce sont des termes et des concepts usutés. La patrimonialisation, la personnalisation du pouvoir et la grande confusion
entre bien privé et bien public. C'est comme si on accédait au pouvoir rien que pour satisfaire ses besoins personnels. Où se trouve dans tout cela l'engagement, le patriotisme, le don de soi, le bénévolat? Et moi, la question que je me suis toujours posée, comment peut-on s'enrichir, devenir milliardaire en travaillant dans un État aussi pauvre que l'État du Sénégal? Ça, c'est un problème extrêmement complexe. Alors, pour le citoyen, il y a urgence de définir les règles dans la gestion de l'espace public. Même le changement climatique reste incompréhensible pour beaucoup de nos concitoyens. On ne peut pas mesurer l'ampleur de la prédation dans ce pays. En parcourant le document intitulé « Répertoire des litiges fonciers et conflits communautaires », on est tenté de se demander si finalement ce n'est pas tout le Sénégal et ses terres qui sont dans la tourmente. C'est le lieu ici de déplorer l'évolution sauvage de la ville de Dakar. Une ville sans âme, désordonnée, sale, qui étouffe sous le poids de la pollution et qui perd son patrimoine bâti. Et aujourd'hui, il faut ajouter aussi les accidents mortels depuis un certain temps. Le patrimoine historique est détruit pour céder la place à des immeubles disproportionnés en disharmonie. Il faut en faire le point et l'audit. Que reste-t-il du patrimoine bâti de l'État? La reddition des comptes est devenue un impératif catégorique. Là aussi, je marque un temps d'arrêt pour dire que Dakar, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais Dakar est une ville menacée. Pourquoi menacée? Parce que est-ce qu'on tient compte de l'évolution géologique de cette région? Je ne parle pas du littoral. Si vous allez dans des villes comme les villes brésiliennes, toutes les villes brésiliennes, Fortaleza, il y a une distance énorme entre la plage, on a une autoroute avant la construction des hôtels ou la construction des maisons. Ce n'est pas possible, on ne peut pas construire sur le littoral. Et je vais vous dire pourquoi. Vous allez dans une ville en Chine comme Qingdao, c'est exactement la même chose. Pourquoi dans Dakar? Et Dakar est une région extrêmement fragile. Les scientifiques comme les mystiques, je me souviens toujours de la parole du calife général des Tidjanes d'alors, El Hadji Abdoul Aziz Sy, qui un jour s'est réveillé pour nous demander tous de faire des sacrifices. Parce que quelqu'un avait rêvé, peut-être que c'est lui, peut-être c'est quelqu'un que Dakar allait disparaître sous les eaux un jour. Mais pour les scientifiques, la presqu'île du Cap-Vert, avec l'érosion marine, tous les problèmes que nous rencontrons, cette presqu'île va se transformer un jour ou l'autre en une île. Dakar va se détacher du reste du continent pour devenir une île. Est-ce qu'on s'en rend compte? Et un phénomène qu'on retrouve dans des grandes villes comme New York, la capitale de l'Indonésie, je lisais un document la dernière fois, où on explique qu'en Indonésie, on est en train de réfléchir sur une nouvelle capitale parce que la ville est en train de s'enfoncer dans l'eau en raison des bâtiments qui sont construits. Dakar, c'est ce qui risque de nous arriver si nous ne prenons pas la peine véritablement d'interroger notre sol et de voir si ce sol peut supporter tous ces bâtiments qu'on construit un peu partout, parfois des immeubles. Par exemple, vous allez au point E, la maison des écrivains, c'est un immeuble de 13 étages qui appartient à quelqu'un qui est venu justement, qui était un fonctionnaire de l'État, de 13 étages, qui surplombe aujourd'hui la maison des écrivains. Le point E, moi je me dis, autant transformer le point E en quartier d'affaires. Il n'existe plus dans ce pays, dans cette ville, justement, des quartiers résidentiels. Moi, j'étais étonnée de voir au point E, avant-hier, l'érection de garages de mécaniciens, même si ce sont des garages modernes. Est-ce que on peut cohabiter? Je vois devant la maison de Cirelli, du docteur Cirelli, d'abord des immeubles qui l'entourent comme la maison du président Mbow, des immeubles qui les ont. Mais ce que j'ai trouvé inadmissible, qu'il y ait une boîte de nuit juste en face de la maison du docteur Cirelli et que personne ne dise rien. Et là, à mon avis, ce bouleversement, ce changement sauvage, nous devons le lier à l'existence de collectivités locales, des mairies qui n'ont aucun moyen
et qui accepte tout, les cantines. La cantinisation a été dénoncée il y a plusieurs années. Donc, il faut s'arrêter un moment pour faire le diagnostic de cette ville de Dakar. Le patrimoine bâti de l'État. Commissaire, je vous remercie d'être présent, ainsi que le professeur Abdou Aziz Yam, docteur Yam. Alors, je m'explique que le patrimoine bâti existait dans ce pays. Savez-vous que tout le point E et Fann Résidence appartenait à l'université? L'année où le SAES a voulu justement parler de cela, ça avait soulevé un tollé. Et c'est regrettable de le dire, mais ce sont les compagnons du président Senghor qui se sont beaucoup servis à Fann Résidence et au point encore, tant qu'on gardait le cadre. Après, on a connu les années même sous Diouf, quand quelqu'un avait quelque chose, il prenait la peine de mettre ses biens sous le nom de quelqu'un d'autre. Pas comme aujourd'hui. Et c'était assez modeste par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Alors, le patrimoine bâti de l'État, Abdou, mets-toi là-bas. Le patrimoine bâti de l'État, qu'est-ce qu'on a vécu avec ça? C'est le libéralisme. Les libéraux qui sont arrivés en 2000. Finalement, je me suis posé des questions. Les alternances, nous devons tous faire l'audit de ces alternances. Wade est arrivé. Il a regardé les poches, les terrains, etc. Mais il a pris le patrimoine bâti, ce qui restait du patrimoine bâti de l'État, pour les distribuer à ses amis, à ses affidés. Je vois les maisons qui sont aux alentours de Point et toutes ces maisons sont données en cadeau à des gens qui n'auraient même pas pensé avoir parfois une brique et qui ont des maisons en marbre. Ça a commencé avec Wade et ça s'est accéléré aujourd'hui. J'aurais même appris qu'il y a une école vendue aujourd'hui, l'hôpital de Dantec. Alors il faut qu'on s'arrête. Il n'y a plus de ville, de ville, comment on appelle ça, du patrimoine. À la rue Vincent, on me dit que les maisons comme celle de notre ami, comment il s'appelle, Yoro? La rue Vincent, notre ami, Laurence. Que la maison de Laurence, cette si belle maison, aujourd'hui, Ouagane Diouf. Maintenant, c'est Ouagane Diouf. Avant, c'était la rue Vincent. Que cette belle maison va être peut-être détruite parce que quelqu'un veut y ériger ou faire ériger par sa fille un immeuble. Mais il faut qu'on s'arrête. Donc, tout le patrimoine bâti de l'État, d'après les informations que j'ai, il n'en reste plus que 4 maisons. Mais pourquoi, au nom de quoi, quand quelqu'un a des responsabilités, devrait-il servir ses affidés, ses enfants, prendre les biens de l'État? À ce rythme, les individus seront riches, mais l'État n'aura plus rien. Et pour les générations futures, ça va être extrêmement dangereux et grave. Moi, je pense que ça, c'est un point, en tout cas, qui me fait très mal, parce qu'il y a plus de, je ne vois plus les belles maisons coloniales, elles vont disparaître. Les belles maisons traditionnelles vont disparaître. Quand on va à Taroubouri ici, à la Gueule-Tapée, on voit les maisons en tuiles à la Médina. Mais tout ça, ça va disparaître un jour. Quand même, un pays se construit avec son patrimoine. Et ici, même les cases, et je crois, dans la dernière période de Senghor, les architectes qui parlaient de paralysie, il y a Goudiaby Atepa, il y a aujourd'hui Mbaké, etc., on réfléchissait quand même sur une architecture qui nous appartenait. Vous allez à Tombouctou, par exemple, dans les maisons, il y a un microclimat à l'intérieur des maisons. Ils n'ont pas besoin, pourtant, il fait excessivement cher, mais ils n'ont pas besoin dans ces maisons de mettre un climatiseur. Nous avons vraiment là, il y a là un problème. Et le plus grave, c'est que chacun construit comme il veut. Vous allez à Casablanca. Casablanca a une personnalité propre. Casablanca est différente de Marrakech. Marrakech est différente de Fès, etc. Alger a une personnalité propre. Si vous voulez voir Alger, la maison de feu Habib Thiam, c'était ça qu'on retrouve partout à Alger. Bleu-blanc. Ici, chacun construit, fait ce qu'il veut. Il n'y a pas, et c'est dommage parce que moi, étudiante, mon professeur de géographie urbaine, Monsieur Leborgne, nous disait toujours que l'exemple de la SICAP était unique au monde. On était fiers d'avoir les SICAP.
Aujourd'hui, avec la population, comment on appelle ça, la progression démographique, etc., tout est charcuté, on construit partout. Mais est-ce qu'on ne peut pas revenir, nous arrêter un peu et revenir et repenser notre ville? Nos banlieues doivent être repensées. La ville de Dakar, en tout cas, il fait plus bon vivre dans cette ville. Sans compter maintenant les trottoirs qui sont occupés. Même ici sur la corniche, vous voulez marcher, vous ne trouverez pas de trottoir. Il y a tout ce qu'on dit, mais parfois ce sont les voitures qui se garent sur les trottoirs. Il n'y a aucune discipline. Vous venez un passage clouté. Les voitures s'arrêteront rarement pour vous laisser. Vous, piétons, le piéton n'existe pas dans ce pays. On ignore le piéton dans ce pays. Il faut discipline. Pour se développer, il faut de la discipline, il faut qu'on se respecte et il faut qu'on fasse comme tous les pays du monde. Comme tous les pays du monde, qu'on arrive vraiment à repenser cette ville. Alors ça, c'est un problème. Donc de Dakar, la ville de Dakar, parce que moi j'aime beaucoup cette ville, mais plus personne ne veut vivre ici en raison du désordre et l'indiscipline. Merci Abdou. Merci mon commissaire. Alors, je continue en disant que la transparence tant désirée exige des ruptures essentielles et une équité dans la redistribution des ressources. Comment peut-on avoir une poignée d'individus multimilliardaires et une pauvreté massive, comme disait le président Mbow? La pauvreté, elle est massive au Sénégal. Une redistribution des ressources. Nous devons nous interroger sur l'existence des caisses noires, les fonds communs, la neutralité de l'administration et des fonctionnaires qui travaillent dans les régies financières. Je le dis toujours, ceux qui travaillent dans les régies financières n'ont pas le droit de faire de la politique, mais hélas, opposition, inspecteur des impôts, pouvoir, inspecteur des impôts. Alors nous autres, nous n'avons pas le droit de faire de la politique. Et si on y prend garde, on aura au pouvoir ce qu'on appelle des plutocraties. C'est-à-dire, ceux qui ont le pouvoir de l'argent seulement viendront au pouvoir ou seront en mesure de se retrouver au pouvoir. C'est ça la plutocratie. Et nous n'avons pas eu le développement des États-Unis pour nous retrouver avec la plutocratie. Nous n'avons pas le développement des Européens pour nous retrouver avec une plutocratie. Sinon, ça va être la dislocation de notre société. Nous devons faire attention à tout cela. La généralisation de la déclaration de patrimoine est une étape importante pour établir la confiance du citoyen. L'état de droit signifie une justice juste, équitable, égalitaire et compétente, ce qui fait que dans le rééquilibrage, il faut absolument penser à la justice. Merci, Pouy. Sur le plan politique, beaucoup d'observateurs n'ont pas manqué de souligner la fin du modèle senghorien, remontant aux années 60, ce qui constitue un aspect fondamental de la crise. Le changement intervenu le 24 mars 2024 repose à la fois sur une légitimité populaire et une légitimité intellectuelle par l'implication de nombreux penseurs universitaires sénégalais et non sénégalais de dimension universelle. La rationalisation du jeu institutionnel relève d'un besoin de rééquilibrage du rapport de force entre exécutif et législatif, mais aussi judiciaire. C'est le contexte qui impose, après tant de violences, d'abus, mais aussi un environnement pas très favorable à la réinvention de la démocratie. Il faut voir notre entourage immédiat. L'élection du 24 mars a un fondement plébiscitaire, populaire, et il faut absolument en faire un mouvement avec un ancrage démocratique solide. La déception des femmes est limitative. Les alternances depuis 2000 nous montrent que le gouvernement libéral-démocrate n'est pas la solution, mais il est temps de revisiter la social-démocratie. Senghor avait théorisé le socialisme africain et maintenant on doit ouvrir le débat sur le projet. Un exemple reste très intéressant pour nous. Quand à la fin du 19e siècle, un pays comme la Finlande a décidé d'élire son président de la République au suffrage universel, il a fait suivre cette réforme d'une nette réduction de ses pouvoirs. La France, jusque-là, notre modèle, au XXIe siècle, reste la seule démocratie libérale qui dote d'aussi larges pouvoirs au chef de l'État élu au suffrage universel. Et on parle de monarchie républicaine, surtout du temps de Mitterrand.
On doit restituer aux citoyens son pouvoir car il s'est rebiffé à plusieurs reprises. 1968, mai 68. 1988, les émeutes qui ont suivi l'élection présidentielle. 1996, avec les dysfonctionnements pendant les élections locales. 2000, la première alternance. 2011, mouvement du M23. 2021, 2024, justement, et même 2012, donc c'est un peu là, 2021-2024, avec tout ce qu'on a vécu ces années. En se projetant, donc, il faut restituer aux citoyens son pouvoir, en se projetant avant tout dans la révolte estudiantine et la construction d'une société civile forte, d'un mouvement citoyen précurseur, d'alternance répétée, dont une ayant une dimension inédite. Il a droit, le citoyen, à une gouvernance de qualité qui l'associera dans la définition de ses priorités. Un chef d'État ne doit pas forcément être au centre de toutes les décisions, ce qui d'ailleurs l'exposera davantage. La légitimité donne seulement un pouvoir d'orientation et de coordination. Une des premières leçons à tirer du 24 mars 2024, c'est le caractère massif et le poids de l'opinion publique au Sénégal. Forgé par ses intellectuels, ses nouveaux religieux, sa société civile, etc. Et rien de durable ne se fera sans cette opinion publique éclairée. La souveraineté est l'une des idées maîtresses de nos nouveaux dirigeants. Mais comment y arriver? En gardant nos frontières issues du fameux partage de Berlin de 1885. En d'autres termes, la souveraineté est-elle possible sans intégration? Arrivera-t-on à une intégration véritable sans projet démocratique commun et sincère? La responsabilité du Sénégal à ce niveau est immense. Je salue la présence ici de Abdou Gueye qui a longtemps travaillé à la CEDEAO et qui a dirigé le bureau de l'alerte précoce. Dans cette quête nouvelle, de nouvelles citoyennetés que nous rêvons de construire, plusieurs axes vont être déterminants. Le réarmement moral de la jeunesse, la solution n'est pas l'immigration clandestine. Pour cela, nos élites doivent être exemplaires et tolérantes. La répression bannie pour construire sur la confiance renouvelée. Pourquoi, par exemple, seules les jeunes filles, mais aussi les jeunes issus des régions périphériques, dites périphériques, et de la sous-région qui nous arrive croient encore à l'école, à l'université, à l'armée, bref, au pilier de la République. Je me suis toujours plaint quand je regardais les listes des étudiants à l'université. C'est vrai, les jeunes de la région de Thiès, Diourbel, tout le centre de Dakar, préfèrent être marchands ambulants, être dans leur daïra, etc., plutôt que de rester dans l'université. L'ignorance par les jeunes du legs de nos aînés. Nous disposons d'une sédimentation intellectuelle de qualité sur laquelle nous devons bâtir notre avenir politique, fondement d'une révolution économique. Je pense à l'expérience de présence africaine, les grands leaders politiques du continent, les théoriciens de la diaspora, les Blyden, etc. Concernant les femmes, leurs droits se sont construits sur plusieurs décennies de lutte. Cependant, ils ont besoin d'un changement de mentalité pour atteindre leurs objectifs. Par exemple, transformer les dépenses improductives en force d'investissement et d'épargne intérieure. Quand je vois le jeu de millions qu'on a dans les cérémonies familiales, je me dis l'argent ne manque pas dans ce pays, mais il faut surtout l'orienter vers d'autres secteurs. Mais la femme doit œuvrer pour redevenir l'Africaine qui a découvert l'agriculture au néolithique, imposer la sédentarisation, donner son nom au moment de la fondation des villes, des cités, des villages, et surtout qui a été la grande prêtresse des religions africaines, etc. Un exemple au-delà des problèmes de santé, pourquoi doit-on rejeter systématiquement le Khessa? Là, on peut faire intervenir la dimension idéologique. Le continent africain a trop souffert dans l'histoire. Ses enfants réduits en esclavage durant plusieurs siècles et le projet colonial se justifiant par la mission civilisatrice de l'homme blanc, ainsi que l'exploitation de ses ressources. Tout cela repose sur la négation de son histoire et la couleur de la peau de l'homme noir. Nous vous renvoyons à l'essai d'Arthur Gobineau sur l'inégalité des races, paru en 1853, la malédiction de Cam, rapportée par les traditions bibliques. Le Khessa nous installe dans le manque de fierté du noir et la reconnaissance de façon tacite de la supériorité de la race blanche. Frantz Fanon a décrié la dépersonnalisation. Pourtant, l'Afrique, c'est la femme, la mère, les poètes l'ont chanté. Dans les années 90, quand Pathé Diagne avait lancé justement
80, c'était 80, il avait lancé ces grandes réflexions nocturnes autour de la personnalité du professeur Cheikh Anta Diop, un peu avant son décès. Je lui avais posé cette question à Cheikh Anta, de revenir justement sur la théorie des races. Il s'est longuement appesanti avec une vision que les Grecs comme Ptolémée avaient déjà sur la théorie des races liée au climat, justement la théorie des climats et le rôle des glaciations. Mais un aspect m'avait beaucoup intéressé, c'est le rôle de la mélanine chez les Africains. C'est ce qui nous protège, c'est ce qui fait notre différence. Regardez toutes ces filles tellement jolies, noires, le tante Ndioro, tout ce monde-là. Mais pourquoi faire du Kessal? Alors là, moi, je ne suis plus dans les questions de santé, mais les questions idéologiques. Nous voulons bâtir l'Afrique, nous voulons nous redonner confiance, nous devons être fiers de notre peau noire. Toutes les révolutions sur le continent passeront par les femmes. Nous devons en prendre conscience. Le mouvement citoyen mobilisera les jeunes autour d'études, par exemple, faire des synthèses, des contributions intellectuelles parues entre 2021 et 2024. Je dis que je n'ai jamais vu autant de contributions, que ce soit des textes collectifs, des textes individuels, des débats dans les médias sur le droit, la Constitution, les visions. Non, c'est extraordinaire et il nous faudra des jeunes, surtout vous parmi les journalistes, pour faire de véritables synthèses sur des différentes questions. Et nous aurons des cahiers qu'on étudiera avec les jeunes pour leur donner de la matière. Alors là, je renvoie vraiment au premier texte de Alioune Diop dans la revue Présence africaine qu'il appelait Nyamgoura. Nyamgoura, il disait quand ils ont lancé Présence, la revue, après la Société africaine de culture, il disait dans ce texte que je lis de temps en temps, nous avons créé Présence africaine parce que nous voulons donner de la nourriture aux jeunes. Nous voulons avoir des éléments pour l'éducation de ces jeunes. Et croyez-moi, ce mouvement intellectuel tellement puissant, c'est ce mouvement qui nous a menés vers l'indépendance, c'est ce mouvement qui nous a menés vers ce leadership intellectuel du Sénégal. C'est ce mouvement avec leurs amis sous ce qu'il appelle la double alliance, avec des gens comme Sartre, Balandier, etc. Ils ont travaillé. Et c'est ça qu'il nous faut, que nous devons redonner à notre jeunesse pour justement nous préparer à défendre. Je ne dis pas défendre, j'aime pas trop, mais à prendre en charge les préoccupations de notre continent. Alors, le mouvement, je le disais, citoyen mobilisera les jeunes autour d'études, par exemple, faire des synthèses des contributions intellectuelles parues entre 2021 et 2024, aller à la découverte des résistants et mouvements de résistance. Je sais que beaucoup de jeunes ne savent pas ça, le mouvement Mao Mao au Kenya, la révolte des femmes de Bassam. Notre grande sœur Henriette Diabaté a fait une très belle étude sur ça. Les grands penseurs, hommes de lettres de notre pays et du continent, les grands hommes et femmes politiques, étudier le panafricanisme, je le disais depuis Dubois et Blyden, voir se référant à des travaux comme les travaux d'Eliki Abokolo, au Codesria, on a énormément d'éléments, mais notre collègue Ibrahim Tchoub aussi, qui a même encadré tout récemment une chercheure japonaise sur ces questions du panafricanisme et les livres est disponible. Il nous faudra organiser des expositions sur les martyrs en Afrique. Ce matin, j'ai entendu une femme sur RFI et nous avions vraiment pris part à l'époque sur RFI parler justement du viol des femmes dans le stade de Conakry. Alors, on avait fait une belle exposition justement sur ça avec les femmes guinéennes. Donc, des projections de films suivies de débats, des pièces de théâtre. Il y aura aussi des actions de mobilisation et de lobbying, des forums de quartier, découverte du monde paysan. On le faisait, Cheikh Anta nous a envoyé. C'est comme ça que je suis allée pour la première fois en Casamance. Cheikh Anta nous a envoyé visiter pendant les vacances. On allait chez les paysans, discuter avec les paysans. Ce mouvement doit être repris, encadrer les paysans, même si on n'a pas besoin. Mais on apprend beaucoup en échangeant aussi avec le monde rural. Promotion de notre artisanat, du consommé local,
solidarité avec les artistes et créateurs. Alors, je reviens toujours à Senghor, qui a créé une véritable esthétique. C'est cette esthétique qui nous a donné tous ces grands artistes. D'ailleurs, je dis toujours les artistes de la négritude, Pape Ibra Tall, Iba Ndiaye, Alpha Wali Diallo. J'ai eu la chance de travailler à la direction du patrimoine, Ibou Diouf, tout ce monde-là. Nous devons découvrir nos artistes et voir la profondeur de leurs idées. Et parmi eux, il y a de très grands intellectuels. Et cette interaction, on en a besoin. Parce que moi, ce dont je rêve depuis toujours, c'est un mouvement intellectuel puissant pouvant peser sur l'Afrique, le devenir de l'Afrique, qui va dire à l'Union africaine, voilà ce qu'on doit faire et que l'Union africaine s'exécutera, qui va dire au président, vous ne pouvez pas changer comme ça la Constitution et qui va renforcer le pouvoir des organisations comme la CEDEAO, la SADC, etc. Alors, on l'a démontré à suffisance. Ce sont les idées, véritablement, qui mènent le monde. Alors, les forums de quartier, on ne connaît pas réellement le potentiel dont nous disposons. Aller à la découverte des structures qui existent déjà, comme la maison de l'oralité de Massamba Gueye, c'est assez original, mais aussi le programme civique de Subdeco, qui est un programme civique, nous collaborons un peu, ou encore le projet de l'étudiante Fatou Ndiaye Afrofotou, qui était une élève du lycée Mariamaba, mais très dynamique, elle est en France. Elle a un programme qu'elle a rédigé et qui porte sur le mentorat des enfants talibés. Seul un mouvement global basé sur la connaissance pourra venir à bout de l'inertie et redonner confiance à la jeunesse. Merci. Alors, vous me donnez 2 minutes pour lire aussi la contribution du professeur Ndioro Ndiaye. Chers membres du mouvement citoyen, chers invités, chers journalistes, je tiens tout d'abord à remercier le mouvement citoyen pour cette invitation et pour l'organisation de cette conférence de presse. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui parmi vous pour discuter des nouvelles orientations de ce mouvement dynamique, surtout à un moment crucial de notre histoire après le 24 mars 2024. La récente élection présidentielle à la composition du nouveau gouvernement avec seulement 4 femmes sur 25 ministres montre clairement que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre l'égalité des genres. Il est impératif de continuer à œuvrer pour un changement significatif dans notre société. L'avenir de notre nation repose sur nos jeunes. Le réarmement moral des jeunes est essentiel pour bâtir une société forte et résiliente. Nous devons investir dans leur éducation, non seulement académique, mais aussi éthique, pour qu'ils deviennent des citoyens responsables et engagés. Ils doivent comprendre l'importance du respect, de l'intégrité et de la solidarité. En tant que fervent défenseur des droits des femmes, je suis particulièrement touchée par l'engagement du mouvement citoyen à promouvoir un changement de mentalité chez les femmes. Il est crucial que les femmes soient encouragées à participer activement à tous les aspects de la vie sociale, économique et politique. Nous devons travailler ensemble pour démanteler les stéréotypes et les obstacles qui limitent leur potentiel. La démocratie est vivante lorsqu'elle est soutenue par une citoyenneté active et des contre-pouvoirs solides. Il est de notre devoir de promouvoir une culture de participation civique, de renforcer les mécanismes qui assurent la transparence et la responsabilité. Chaque citoyen doit se sentir habilité et encouragé à contribuer au processus démocratique. Le panafricanisme est une vision qui nous appelle à l'unité et à la coopération. En revisitant les legs de nos aînés et en collaborant avec les écrivains et les intellectuels, nous pouvons puiser dans la richesse de notre héritage pour construire un avenir commun. Le rôle de l'intelligentsia africaine est crucial dans cette entreprise. Il est essentiel de valoriser et de mobiliser cette ressource. Je suis convaincue que les orientations proposées par le mouvement citoyen vont dans la bonne direction pour créer une société plus juste, plus unie et plus dynamique. Je vous encourage tous à soutenir ces initiatives et à travailler ensemble pour réaliser ces objectifs ambitieux. Merci. Merci, commissaire. Merci, maman. Oui, merci à vous tous. Alors, je vous signale, vous les jeunes, que si vous voulez avoir une perspective justement des politiques publiques sur les femmes, il faut chercher à lire Sénégal Horizon 2015. Sous la houlette de Ndioro Ndiaye, mais aussi avec un travail de grande qualité de Madame Khadijatou Lo Ndiaye. Alors, il faut revoir tous ces documents. Ce ne sont pas les documents qui manquent. Merci
notre cher Bakary. Merci. Maintenant, l'introduction était longue, mais il le fallait. Alors, nous sommes à votre écoute. Bakary, tu veux modérer? Bakary, tu viens modérer? Mais il faut rester debout, hein, Sylvain. ah waa bàyyi wolof mi ba ñu yeggale ah yéen da ngeen ñu sonal seen affaire wolof yi On laisse nos journalistes poser des questions. Bon, vous posez des questions, après je viendrai au wolof. Hein? D'accord. Yeah. C'est juste pour ne pas arrêter l'émission. Bah, d'accord. Comment on fait ça? Wow. Allô? Ah, merci. Toggle. Njoro mu ne nga ñëw toog fii loolu la wax waaw baax na toogal bu boo jàng bàyyi ne de xoolal ñun daal nañ toog rek déglu bu ñu nee nii ñu def bu ñu ñu toog rek yéen daal yéen dañuy déglu rek parce que déjà dañuy am image à ñuy def léegi non bàyyi ma dem ne rek aw na le